c'est faux. Monsieur le ministre, une autre question dans cet entretien. Depuis 2012, le pays est producteur de pétrole. Quel impact positif cela peut avoir sur la vie du Nigérien? Car on dit souvent que le prix du pétrole reste relativement cher. Ah, le prix du pétrole, il reste relativement cher par rapport à quel indicateur? Nous avons, sauf erreur, juste après le Nigeria, le prix le moins cher de la sous-région. Donc nous avons un prix qui est moins cher, derrière le Nigeria, qui est l'un des plus gros producteurs mondiaux de pétrole, premièrement. Deuxièmement, le Niger est un modeste producteur de pétrole, 20 000 barils le jour. C'est assez modeste, c'est même un niveau pas très significatif lorsqu'on parle des pays producteurs. Malgré cela, vous avez vu que le gouvernement a fait des efforts pour que le prix reste le plus accessible que possible. Deuxièmement, nous avons des ressources qui sont tirées du pétrole et qui nous permettent de financer le développement. L'aspiration des peuples, c'est de voir leurs conditions de vie s'améliorer. Et pour que les conditions de vie s'améliorent, il faut trouver les ressources pour les financer. Et pour financer le développement, il faut des ressources que chaque citoyen peut payer, des ressources qu'on peut mobiliser sur la production des biens et des services, et des ressources aussi qu'on peut tirer sur l'exploitation minière et pétrolière. Aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'il est possible pour le Nigérien de sentir les retombées de cette exploitation pétrolière qui existe aujourd'hui depuis 2012? Mais les Nigériens, ils ressentent les retombées des exploitations minières. Ils ressentent dans la vie de tous les jours. Nous avons construit plus d'hôpitaux, nous avons construit plus de centres de santé, nous avons construit encore plus de classes, nous avons construit plus de routes, nous avons amené l'eau à proximité des populations. Dans tous les secteurs de leur vie quotidienne, les Nigériens savent à un certain niveau que ces conditions se sont améliorées. Et ces aménagements, ces évolutions, ces transformations-là, elles sont financées par les retombées que nous tirons de l'exploitation des mines ou du pétrole. Donc plus la production du pétrole est importante, plus les ressources que nous pouvons en tirer seront encore importantes, et plus nos conditions s'amélioreront. Les ressources qui sont tirées sont investies dans le développement. Monsieur le ministre, si aujourd'hui on se réfère au dernier classement de l'indice de développement humain, l'on se rend compte qu'il n'y a pas grande évolution. Le Niger est classé parmi les derniers sur la liste. Comment est-ce que vous expliquez cela? Il n'y a pas de grande évolution sur le classement, si on s'en tient au rang pour considérer que le Niger est toujours classé dernier. Mais vous avez vu sur le point, sur le niveau de l'IDH, nous avons réalisé l'une des plus grosses progressions au monde. Ça, c'est le représentant du PNUD qui l'a dit, et on ne peut pas le suspecter de militantisme pro-gouvernemental. C'est les chiffres qui ont montré que des efforts ont été faits. Mais vous savez, l'IDH repose sur un certain nombre des indicateurs, à peu près 3, qui sont pris en compte pour les classer. Mais sur ces indicateurs-là, l'héritage du Niger est lourd. Nous avons hérité d'un pays où il n'y a quasiment pas de structure économique digne de ce nom. Il n'y a pas d'investissements sociaux à la limite du niveau ou des défis qui s'est posé à la population. Il n'y avait pas les infrastructures qui étaient créées pour promouvoir l'économie et la richesse. Dans beaucoup de domaines, le Niger on a eu un héritage qui est très lourd. Donc malgré les efforts importants qui ont été faits, et surtout dans les dernières années, comme l'a dit le PNUD, il faut que nous rattrapions un retard qui est considérable. Donc pour rattraper un retard considérable, il ne suffira pas du travail que nous pourrons faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même 10 ans. Il faut que nous travaillions sur beaucoup de temps pour que nous puissions rattraper le retard. Pendant longtemps, peu de choses avaient été faites au Niger sur la question de l'éducation. Peu de choses avaient été faites sur la question des services sociaux de base. Peu de choses avaient été faites pour permettre aux revenus du Nigérien de s'améliorer. Donc le retard est important, et le travail que nous pouvons faire sur 2 ou 3 ans, il ne permettra pas de renverser de manière considérable le classement du Niger. Il ne faut pas se tromper. J'entends souvent certaines personnes considérer que bon, peut-être que les statistiques sont faussées. Bon, peut-être que les statistiques ne sont pas satisfaisantes, mais à mon avis, on peut dire ça de la même manière que pour tous les autres pays. Ce qui est réel, ce qui est vrai, c'est que le retard est considérable. Et pour le rattraper, il faut encore que nous puissions travailler et produire la richesse et améliorer les autres indicateurs. Ensuite, vous avez écouté le représentant du PNUD, il a dit qu'un des indicateurs aussi, ou un des éléments qui fait que notre travail ou notre effort doit être encore plus important que l'ensemble, plus que tous les autres pays du monde, c'est que nous avons un taux de croissance démographique extrêmement élevé, le plus élevé quasiment du monde. Nous avons une croissance démographique que jamais aucune société n'a connue auparavant. Ça, c'est un des déterminants qui ont été mis en avant pour considérer que nous devons encore faire plus. Et c'est pour ça que
au Niger, l'action du gouvernement est devenue, l'action du programme de la Renaissance était un programme très ambitieux. C'est d'ailleurs une des critiques qui avait été faite par l'opposition lorsque les objectifs avaient été annoncés dans le programme. Ils disaient que cela n'était pas possible. Mais le président de la République leur a répondu que non seulement cela est possible, mais il considérait cela comme le minimum que nous devons faire pour sortir notre pays et les Nigériens de la situation dans laquelle ils étaient depuis plusieurs années. Monsieur le ministre, une chose est de disposer d'un projet de développement social et économique viable et durable. Une autre chose également, c'est de savoir mobiliser les énergies autour de ce projet-là. Sur ce dernier, où est-ce que vous en êtes par rapport à cela? Bon, il faut quand même dire que même sur le plan de mobilisation des énergies, nous avons la formule du président de la République de mettre en place un gouvernement d'union nationale a été réalisée. L'ensemble, quasiment l'ensemble des partis politiques aujourd'hui sont dans ce gouvernement. Et depuis à peu près 10 ans, aucun gouvernement n'a été organisé dans cette configuration. Et ça, c'est effectivement et essentiellement le souci de mobiliser toutes les énergies pour construire le développement, mais pour faire face à des défis qui sont très importants, notamment les défis de la sécurité, le défi de lutter contre le terrorisme dans une zone assez tourmentée. Malgré les turbulences dans les cieux ouest africains, au sud du Sahara, peut-on affirmer aujourd'hui que le Niger reste un pays stable? Nous sommes non seulement un pays stable, mais nous sommes quasiment un îlot de sécurité au Sahel. Regardez quand même notre position, regardez la situation de nos voisins. C'est des situations très très difficiles, très conflictuelles, où les violences armées sont très dures. Nous sommes un pays de relative stabilité, un pays, un îlot vraiment dans une zone tourmentée. Mais ce n'est pas une position confortable pour un État. Et c'est pour cela que le président de la République est fortement engagé sur la sécurité internationale. Personne ne voudrait vivre dans une forteresse assiégée. Vous avez beau avoir les meilleures protections du monde possible, lorsque tout autour, les situations où les zones sont tourmentées, la situation va être difficile à gérer. Donc nous travaillons, nous avons besoin de l'ensemble du Sahel totalement apaisé, totalement sécurisé et stabilisé. Le Niger n'est pas resté les bras croisés par rapport à ces turbulences. Quelle est la position qu'occupe votre pays justement dans ce processus de recherche de paix et de stabilité? Il y a un engagement qui est fort. Quasiment aujourd'hui, le président de la République a un leadership sur la question de la sécurité au Sahel. Nous avons considéré que travailler pour la sécurité au Sahel, c'est travailler pour la sécurité du Niger. C'est vraiment un aspect important de la politique du président. Mais c'est d'abord un aspect important de la politique intérieure. Dans le programme du président de la République, la sécurité a été mise en avant. Au Niger, même les gouvernements militaires n'ont pas autant investi dans l'équipement des forces armées, dans le moral des hommes, dans l'organisation des forces de défense et de la sécurité pour faire en sorte que les Nigériens et les Nigériens soient de la sécurité. Donc, c'est conformément à la philosophie du président qui considère que c'est un déterminant stratégique pour le développement. C'est cela qui se traduit dans ce que nous faisons dans l'équipement des forces de défense et de sécurité au Niger et dans notre engagement international par l'envoi de troupes en Côte d'Ivoire, au Mali et dans toutes les zones où il y a des conflits, et surtout par un engagement politique très fort pour que l'ensemble des pays puissent mutualiser leurs forces, pour que les capacités soient mutualisées et qu'ensemble nous puissions résister et nous défendre face au terrorisme et tous autres trafics transfrontaliers. Question d'actualité, votre pays a été récemment secoué par le scandale des bébés dits importés. Quelle lecture avez-vous de cette situation? J'ai la même lecture que l'ensemble des Nigériens. Nous sommes profondément choqués parce que, de mon point de vue, c'est une abomination, ce trafic-là, qui concerne aujourd'hui, il est établi, qui concerne le Niger, le Bénin, le Nigeria, le Burkina, pour ceux qu'on connaît déjà. Les faits présumés sont des faits extrêmement graves et c'est probablement un des scandales moraux les plus graves, les plus durs, je crois, pour notre communauté. Les faits tels qu'ils ont été présentés, il s'agit simplement d'avoir des citoyens qui ont quelques ressources, qui vont au Nigeria et puis qui achètent des bébés que d'autres femmes ou d'autres hommes ont conçus et qu'ils viennent présenter comme les leurs. Du point de vue moral, c'est injustifiable. Du point de vue religieux, c'est de la même manière, je trouve, insupportable pour tout le monde d'imaginer et de concevoir qu'on puisse s'adonner
à l'achat des enfants. Le rapport que les Africains ont avec les enfants sont des rapports sacrés. On considère que les enfants appartiennent à la collectivité. Donc lorsque vous avez vos enfants, tout le monde est content. Lorsque vous en adoptez, tout le monde est content. Mais lorsque vous vous livrez à un trafic, ça devient une situation abjecte. Je pense que c'est une abomination et je suis choqué de cette situation. Et c'est le sentiment de tous les Nigériens, de tous les Africains. Vous avez vu les médias au Bénin, au Burkina, au Nigeria. D'ailleurs, il y a eu une opération pour démolir ces maisons qui étaient présentées comme des usines à bébés, où des pauvres femmes sont gardées, séquestrées, contre quelques dollars. Elles produisent, c'est le mot, vraiment produire des enfants qui leur sont pris. Ils ne savent jamais là où les enfants vont et qui sont donnés à d'autres personnes plus fortunées. Tout à fait. Monsieur le ministre, bon nombre d'observateurs prêtent une certaine combine par rapport à cela à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Est-ce que ce trafic est une combine? Pourquoi est-ce que ce serait une combine à l'endroit du président de l'Assemblée nationale? Il y a plusieurs couples, plusieurs personnes qui sont impliquées. Nous avons une justice qui est indépendante. Jamais personne n'a considéré que c'était une cabale. En tout cas, il y a des personnes qui sont en prison, vous savez. Même par leurs avocats, ces personnes n'ont pas dit que c'était une cabale destinée contre eux. Est-ce qu'il y aurait une cabale qui serait organisée contre une personnalité? Et pour cela, des personnes bien ciblées qui ont leurs droits de citoyens nigériens vont être pris, ces personnes-là vont être prises et puis gardées en prison pour ça. Je pense que c'est un moyen usité, quasiment. C'est pour ça qu'il faut toujours se garder de crier au loup lorsqu'il n'y en a pas. À force de répéter ces concepts de cabale, il y a certaines personnes qui l'ont un peu dégradé parce qu'ils l'ont utilisé, ces concepts de cabale, depuis quasiment 20 ans. Depuis quasiment 20 ans, à chaque fois qu'ils sont dans des difficultés qu'ils ont créées eux-mêmes, ils mettent en avant la cabale. Est-ce qu'il y a un seul Nigérien qui peut croire qu'il y a une cabale dans une affaire dont la justice s'est saisie et qui concerne un trafic aussi ignoble? Aujourd'hui, il est donné à chaque personne qui est présumée être dans cette affaire les moyens de se défendre. Le ministre de la Justice l'a dit. Il est permis, aujourd'hui, même si une personne veut prouver que ses enfants lui appartiennent, de faire en sorte d'accepter qu'il y ait un test qui prouve qu'ils ont les enfants. Moi, à leur place, vous aurez fait la même chose le même jour. Le jour où on vous dira que votre épouse est gardée parce que l'enfant ne vous appartient pas, mais vous n'avez pas besoin d'un juge. Vous avez besoin du conseil de personne. Vous allez courir au premier centre de santé pour demander ce test de paternité. Tous les hommes se comportent comme ça dans cette situation. Donc il y a une situation qui est assez simple, hein, de mon point de vue, qui est assez claire. Les faits présumés sont là, la justice les a présentés. Nous sommes dans un pays démocratique et dans un pays démocratique, la justice qui est indépendante prendra les moyens de déterminer qui a fait quoi, quelles sont les responsabilités. Mais je pense que le fait de dire que c'est une cabale, ça ne peut convaincre personne. Et de toute façon, ça devient quasiment dérisoire lorsque ce n'est pas une affaire où vous n'êtes pas la seule concernée. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces autres personnes ne comptent pas et que la justice va s'amuser à mettre des gens en prison simplement pour atteindre une seule personne? Est-ce qu'à chaque fois que la même personne a des difficultés politiques propre à son comportement, elle va mettre en avant la cabale, le harcèlement, mais ce serait assez facile d'être opposant dans ces conditions-là. Monsieur le ministre, la Renaissance, on en parlait au début de cet entretien, ça implique également l'implication de tous les Nigériens d'ici et d'ailleurs. Par rapport à cela, quel est votre appel? J'ai toujours l'habitude de dire que je n'aime pas trop les appels. Je pense que nous, on doit se garder de donner des leçons ou de considérer que nous avons des orientations à indiquer aux Nigériens. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des Nigériens puissent travailler à faire en sorte que ce pays se porte mieux. Il y a des engagements qui sont promoteurs dans le programme de la Renaissance. On peut adhérer, on peut ne pas adhérer pour des raisons politiques. Et lorsqu'on n'adhère pas pour des raisons politiques, il arrivera un moment où nous allons être sanctionnés. Parce que nous avons pris des engagements qui sont assez clairs, qui sont assez précis concernant chaque secteur. Donc en 2016, on défendra notre bilan et on verra comment les Nigériens l'apprécieront. Mais pour le Niger, parce qu'au-delà des partis, au-delà des mandats qui sont là, il y a le Niger. Et pour le Niger, je souhaite que l'ensemble des Nigériens, entre deux mandats, nous puissions travailler ensemble à construire ce pays. Le temps de la campagne, c'est le temps que la loi a consacré pour que chacun puisse défendre son bilan. Mais le Niger ne peut pas être dans une
position où chaque jour, il faut remettre le débat, chaque jour, il faut continuer à battre campagne, chaque jour, il faut continuer comme s'il y a un troisième tour des élections qui ne finit jamais. Dans ces conditions-là, évidemment, on ne créera pas les conditions de sérénité et de stabilité nécessaires pour que le développement puisse se conduire. Le développement a besoin de stabilité et de durée dans ce qui est fait. Merci. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qui nous suiviez sur ce plateau spécial consacré à la République du Niger que nous avions le plaisir de recevoir le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République, M. Ibrahim Yacouba. Merci d'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. À bientôt.